D'abord, cette opération n'aurait pas pu se produire si jamais il n'y avait pas eu une coopération avec les services palestiniens. Parce que entrer dans un minibus, un taxi minibus palestinien, dedans en uniforme, avec casque et pare-balles et tout ce que vous voulez, ça ne se passe pas comme ça dans les checkpoints palestiniens. Donc, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jacques Nerias, qui est un officier supérieur des renseignements militaires, ancien conseiller d'Yitzhak Rabin. Jacques, Boker Tov. Oui, bonjour. Alors, on vous a sollicité pour parler de ce qui s'est passé hier à Naplouse, mais entre-temps, durant la nuit, on a assisté à un pic de tension dans le ciel syrien et dans le ciel israélien, puisqu'apparemment, la Syrie a tiré un missile en direction du territoire israélien, ce qui a provoqué une alerte dans certaines localités du nord du pays. Est-ce que c'est surprenant à votre avis? Comment interpréter ce tir de missile? Est-ce que c'est une forme de mise en garde des Syriens, peut-être épaulés derrière par les Russes, face à une activité, on va dire, sans cesse croissante de la part de l'armée israélienne sur le territoire syrien? Oui, mais pourquoi ne pas se suffire, Daniel, d'un baroud d'honneur, au lieu d'aller dans toutes les explications je dirais que difficiles et incompréhensibles? C'est tout simplement, les Syriens tirent chaque fois qu'il y a une attaque israélienne une volée de 25 à 30 missiles. Alors naturellement, tous ces missiles-là ne sont pas dirigés et il y en a certains qui étant donné je dirais les confins exigus du pays, qui traversent les frontières et qui tombent ou bien dans le ciel d'Israël, ou bien dans la mer, ou bien dans des villes ou des villages, je dirais plutôt du côté du nord d'Israël. On a vu ça déjà depuis 2006. En 2019, un missile syrien est tombé sur une maison dans le Moshav Mishmeret, et donc ce sont des cas qui se répètent et qui ne sont pas, je dirais, prémédités. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt un baroud d'honneur qu'autre chose. Donc c'est pas lié donc selon vous à ces manœuvres militaires aériennes auxquelles on a assisté il y a de cela 2 semaines entre l'armée russe et l'armée syrienne, qui était une forme, c'était dans le ciel du Golan syrien. C'était peut-être ça a été perçu comme une forme d'avertissement. Alors, la réponse israélienne à ce vol conjoint russo-syrien a été donnée la semaine dernière par une intervention qui a été attribuée à Israël, qui a tiré à partir de la Méditerranée, donc du côté de Beyrouth, sur des cibles en Syrie. Donc ça là, c'est du passé déjà. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement un commandant d'une batterie antiaérienne a reçu un ordre, une instruction de tirer sur des cibles israéliennes. Il a tiré ce missile-là, sans doute un SAM-5, donc c'est un missile de longue portée, et qui contient lui-même un dispositif de destruction, donc a explosé dans les cieux de El-Fachem, dans la région de Hadera, à Foula, donc ce qui a provoqué naturellement l'intervention des sirènes, mais aucune intervention militaire, donc aucune parade du d'hommes de faire autre chose. Donc c'était pas une initiative des Syriens, c'est une réponse des Syriens à une opération apparemment d'Israël. Tout à fait. Ok, alors Jacques, je voudrais qu'on revienne au sujet que nous voulions aborder avec vous en priorité. Il s'agit de cette opération, on va dire, assez audacieuse des services de Tsahal, du Shin Bet, du Yamam, hier en plein cœur de Naplouse. C'est relativement rarissime, en plus c'est en plein jour, c'est relativement rarissime que l'armée israélienne et les services de sécurité se lancent dans une telle opération en plein cœur de Naplouse, qui est considérée comme une ville relativement redoutable, où il y a bon nombre de terroristes. Comment vous l'expliquez, cette opération? D'abord, cette opération n'aurait pas pu se produire si jamais il n'y avait pas eu une coopération avec les services palestiniens. Parce que entrer dans un minibus, un taxi minibus palestinien, dedans en uniforme, avec casque et pare-balles et tout ce que vous voulez, ça ne se passe pas comme ça dans les checkpoints palestiniens. Donc de ce fait, il y a une coopération qui a permis l'intrusion de cette équipe-là en plein uniforme, en plein jour, comme vous le dites, et tout simplement pour arrêter cette cellule qui était, je dirais, en train de se préparer à faire des attaques, à commettre des attaques en territoire israélien.
Mais c'est cette cellule terroriste, c'est une cellule terroriste de la brigade d'Azedine, des brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Donc c'est ce qu'on appelait le Tanzine pendant la seconde intifada. C'est des produits du Fatah. Tout à fait. Ce n'est pas la première fois qu'on gère des problèmes avec le Fatah. Le Fatah lui-même a des difficultés à gérer ses propres problèmes, parce que certainement dans les camps des réfugiés où l'autorité palestinienne n'a presque pas d'autorité. Donc c'est là où les Palestiniens du groupe Hamas et autres Tanzim qui se préparent. Et tout simplement, ce sont des initiatives personnelles et non pas gérées au niveau de l'autorité palestinienne. Ça veut dire que c'est possible que les services de sécurité de l'autorité palestinienne aient aidé à dénoncer, on va dire, certains des leurs, on va dire, concrètement. Je ne dirais pas dénoncer, mais tout simplement en tournant la tête de l'autre côté. Tout simplement laisser passer les Israéliens pour ne pas se heurter, je dirais, à une unité d'élite, donc qui aurait provoqué beaucoup plus de morts. Alors qu'est-ce que cela reflète ? Est-ce que cela reflète une sorte de chaos un peu au sein de la direction palestinienne ? Ça reflète d'un côté l'impossibilité ou l'incapacité de l'autorité palestinienne de dominer tous les camps de réfugiés et toutes ces organisations, je dirais, qui se créent sur une base locale. C'est d'un côté. De l'autre côté, rappelez-vous, c'est la célèbre rencontre il y a quelque temps de ça entre Mahmoud Abbas et le ministre de la Défense israélienne, qui entre chez lui à la maison, et de là, naturellement, on interprète beaucoup plus la coopération, une certaine coopération que les deux parties comprennent qui est de leur propre intérêt. D'un côté, ça protège l'autorité palestinienne contre des dissidents, et de l'autre côté, ça protège Israël contre des actes terroristes. Il y a quelques jours, Mahmoud Abbas a réuni le Conseil national palestinien, si je ne m'abuse, une structure qui ne s'était pas réunie depuis de nombreuses années, et il a parlé de réformes. Qu'est-ce qu'il prépare, Mahmoud Abbas, dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui ? À mon avis, Mahmoud Abbas espère vivre jusqu'à 120 ans, l'âge de Moïse. Je ne pense pas qu'il y aura des réformes, je dirais, structurelles dans les organisations palestiniennes, dans l'autorité palestinienne. Le Fatah continuera à gérer, à contrôler la Cisjordanie, et le Hamas, naturellement, qui essaie par des manières subversives de pénétrer cette région-là, et pour l'instant est complètement bloqué par une coopération entre Israël et l'autorité palestinienne. Si jamais Israël n'était pas là, je dirais depuis longtemps Hamas aurait contrôlé la Cisjordanie. Eh bien, Jacques Neria, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous aider à mieux comprendre ces derniers développements sécuritaires, à la fois donc hier à Naplouse et durant la nuit au-dessus d'une partie du territoire israélien dans le nord du pays après ce tir de missiles. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt, Jacques. Bonne journée, merci à vous.